Si vous suivez l'actualité de la voile de compétition, le nom de CIC ne vous aura pas échappé. Depuis quelques années, le réseau bancaire français, auprès de 1800 agences sur le territoire national, s'est en effet engagé auprès de plusieurs courses au large majeures. Partenaire titre de la mythique Transat anglaise, devenue la Transat CIC, dont la prochaine édition aura lieu au printemps 2024, il l'est également de la CIC Normandie Channel Race, rendez-vous annuel incontournable de la classe 40. Le Crédit industriel et commercial est enfin partenaire principal de la Route du Rhum destination Guadeloupe, dont le départ sera donné le 6 novembre prochain à Saint-Malo. Une 12e édition de tous les records qui sera largement évoquée dans Pause Report, dont cet épisode vous est présenté par le CIC. Bonjour, vous écoutez Pause Report, le podcast qui décrypte et analyse chaque semaine l'actualité de la voile de compétition. Pause Report est produit par Tip & Shaft, le média des professionnels et des passionnés de voile de compétition. Tip & Shaft, ce sont 2 newsletters hebdomadaires en français et en anglais, des podcasts, des formations, un studio de production de contenu, une plateforme de vidéos à la demande Sailors, ainsi qu'un festival du film que vous pouvez retrouver sur tipandshaft.com. Je suis Axel Capron et je vous souhaite la bienvenue dans Pause Report. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 93e épisode de Pause Report, le podcast hebdomadaire de Tip & Shaft qui explique, décortique, décrypte et analyse l'actualité de la voile de compétition sous toutes ses coutures en compagnie des meilleurs experts. Nous sommes le mardi 1er novembre, il est exactement 11h06 et à quelques jours du grand départ, nous allons bien évidemment parler aujourd'hui de la Route du Rhum destination Guadeloupe. Alors, pour évoquer cette 12e édition qui, dans les jours qui viennent, on reçoit d'abord un invité qui, dans les jours qui viennent, va avoir beaucoup de travail et nous le remercions d'avoir pris sur son temps précieux pour participer à cet épisode. Il s'agit du directeur de course Francis Le Golf, fidèle au poste à Saint-Malo. Salut Francis. Oui, bonjour à tous. Nos 2 autres invités comptent chacun 4 participations à la Route du Rhum, toutes en multicoque. Le premier s'est imposé en 2010 sur Groupama 3. Il fait aujourd'hui partie de l'équipe Charal de Jérémy Biou. Vous l'aurez reconnu, il s'agit de Franck Camas. Salut Franck. Oui, bonjour. Salut tout le monde. Notre troisième invité a également participé à 4 reprises à la Route du Rhum, tout en multicoque également, en Ocean 50 et en Norma. Il a terminé 3 fois sur le podium. Il est aujourd'hui à la tête de son chantier et de son équipe Lalou Multi. Il va seconder Quentin Vlaminck en Ocean 50 et Kenny Piperol en classe 40 sur cette édition. C'est Lalou Rouquayrol. Salut Lalou. Salut à tous. Eh bien, messieurs, on va peut-être commencer, avant d'évoquer cette 12e édition, peut-être par un hommage à celui qui nous a quittés la semaine dernière et qui a joué un rôle très important sur cette Route du Rhum, puisque c'est lui qui l'a emporté la première fois en 78 sur un petit multicoque Olympus. Peut-être on va te donner la parole à toi, Lalou. Tu as navigué, tu as côtoyé Mike Birch sur les pontons. Est-ce que tu peux nous dire un peu ce qu'il a représenté pour toi et pour la course au large en général? Alors personnellement, Mike, en fait, c'est lui qui m'a amené à la course au large et en tous les cas au multicoque. Si tu veux, moi j'avais 14 ans, j'ai la victoire de Mike devant ce grand monocoque mené par Malinowski, c'est le déclic qui m'a amené vraiment au multicoque quoi et à la passion du multicoque de base. Ensuite, c'était quelqu'un qui était vraiment totalement charmant, à l'anglaise, avec qui voilà, tu pouvais discuter de n'importe quoi, n'importe comment, et qui était toujours ouvert et attentif comme un vrai grand marin comme on les aime. Franck, toi, tu avais 6 ans. Je ne sais pas si tu gardes des souvenirs de la première édition de la Route du Rhum. Je crois que tu avais 6 ans en 78. Tu as sans doute croisé sur les pontons Mike qui a participé à la Route du Rhum, je crois, jusqu'en 2002. Quelle image tu gardes de ce marin? En fait, j'ai très très peu côtoyé. J'ai dû le croiser sur une présentation d'ancien vainqueur de la Route du Rhum. Mais ce qu'on garde de l'histoire de Mike, c'est effectivement cette arrivée avec ce petit multicoque jaune qui a battu le grand monocoque de Malinowski et c'était le début de l'ère des multicoques. Donc pour ça, on lui doit beaucoup. Pour ceux qui sont amoureux des multicoques comme j'en fais partie, voilà. Et puis c'était quelqu'un, je trouve de l'extérieur, mais j'ai pas d'autre regard finalement.
quelqu'un de très humble et très amoureux de ce qu'il faisait, très aventurier. Il était là pour la mer et pour le plaisir d'être en mer et en course et pas pour le plaisir de se montrer. C'était un exemple pour les générations à suivre. Francis, toi, l'édition 78, tu en gardes des souvenirs? Tu parlais, j'ai vu dans une interview au Télégramme la semaine dernière que tu parlais, tu te souvenais des éditions en noir et blanc. Tu te souviens de cette première en 78? Ah ouais, je m'en souviens tellement bien que sur la télé chez moi, il fallait tourner un bouton sur le côté. C'était pas encore des touches pour mettre les chaînes. Donc tu tournais le truc là après la mire et tout pour aller jusque l'image. Donc je vois très bien ça sur la télé de mes parents. Et je suis aussi comme Franck, faut être honnête, je n'ai pas connu Mike Birch autrement que par les récits de mer et les images. Par contre, c'est sûr que avec lui et pour tout le monde, tout est rendu possible. Ce petit bateau, c'est 98 secondes face à un géant monocoque. Et je crois que ça, c'est toujours présent sur la route du Rhum, destination Guadeloupe. On s'engage dans toutes les différentes classes avec plein de sortes de bateaux. Et ce rêve et ces possibilités sont encore là. Il aura marqué à tout jamais l'histoire de la route du Rhum. Et on le sent, ça continue de perdurer. Bon, Francis, on va continuer avec toi. C'était effectivement un bel hommage à Mike Birch. Revenons un petit peu sur cette 12e édition. Dans quel état d'esprit est aujourd'hui le directeur de course à 5 jours du départ, à 5 jours de lancer 138 solitaires à l'assaut de l'Atlantique? Pour l'instant, plutôt serein parce qu'il est entouré vraiment d'une très belle équipe de direction de course. Aujourd'hui, on ne peut plus faire une direction de course tout seul parce que tout simplement la flotte est beaucoup plus importante, que la voile entraîne et les marins entraînent avec eux tout un écosystème sur l'eau pendant les départs et les arrivées, que pour ça il faut être bien entouré. Et puis ensuite, on a travaillé très tôt sur cette route du Rhum destination Guadeloupe, préparé ici leur arrivée à Saint-Malo, et tout ça s'est déroulé plutôt sereinement jusqu'à présent. Et puis bien évidemment, on guette avec attention la météo des jours à venir, parce que le défi de faire rentrer les multicoques dans le bassin a été réussi. Maintenant, il faut pouvoir les faire ressortir, ces ultimes qui prennent la quasi-totalité de l'écluse. Et puis ensuite, bien sûr, on se projette aussi vers le départ avec des nouvelles plutôt rassurantes ce matin sur les derniers fichiers que l'on a reçus. Bon, justement, à quoi elle ressemble pour l'instant? Bon, on est encore à 5 jours, mais j'imagine que ça s'affine un peu tous les jours. À quoi elle ressemble un petit peu cette météo du départ pour tous ceux qui voudront aller sur l'eau? Est-ce que ça va bouger, ou est-ce que ça va être, comment ça va être, Francis? Ouais, ça reste, c'est un régime perturbé. Là, on pense vraiment au départ, donc à proximité des côtes. Plutôt un peu plus de sud dans l'ouest ce matin, ce qui est plutôt rassurant pour l'état de mer devant Saint-Malo. Ça devrait donner une mer un peu agitée, je pense, sur la zone de départ et jusque Fréhel. Donc avec sûrement un régime aux alentours de 15 à 20 nœuds pour l'instant. Les modèles ont l'air de se rapprocher les uns des autres sur cette option. Donc pour ce qui est du départ, ça va. Après, c'est plus pour la flotte elle-même et de voir comment tout ça va évoluer. Donc on guette les centres dépressionnaires. Donc ce matin, ils étaient plutôt mieux situés que la veille. Donc voilà, si ça continue sur cette tangente, c'est sûr que sur la pointe de Bretagne, il y aura vraisemblablement un peu de mer parce qu'on va arriver après un certain nombre de systèmes qui auront fait que la mer sera un peu sera formée. Mais il semble que la période soit assez élevée, aux alentours de 16 à 15 à 17, 18 secondes. Donc donc c'est un état de mer que tous les marins qui prétendent faire la route du Rhum savent gérer. Donc pour l'instant, à moins d'un gros retour en arrière, la météo est pas trop engageante. On verra ce que dit Franck peut-être tout à l'heure, ou Lalou. Bon, justement, on va leur donner la parole. Franck, Lalou, est-ce que vous êtes déjà à la tête un petit peu dans les fichiers? Franck, est-ce que toi, je l'ai dit, hein, tu travailles avec l'équipe de Jérémy Bayou. Est-ce que tu as déjà regardé un petit peu la météo de près? Comment tu vois un peu la situation?
Oui, alors je travaille avec Jérémy, mais on sait très bien qu'en IMOCA, il y aura pas de routage, Ouais, donc bien on va sûr. préparer le départ comme ça. Mais surtout, je travaille avec Gitana et Charles, avec qui on va router, quoi. Je vais router avec Erwan Israël et Stannone, donc forcément, on commence à avoir le nez dedans. Bah oui, bah évidemment, je peux que confirmer ce que dit Francis pour le jour du départ et pour la zone de départ. Je pense que ça sera beaucoup moins fort que ce qu'on pouvait l'imaginer il y a quelques jours sur les prévisions. Donc ça va être plutôt tranquille. Il y a même parfois du vent en dessous de 10 nœuds sur certains modèles près des côtes de Saint-Malo dimanche. Donc pour le public et pour les skippers, ça sera plutôt plutôt ils vont plutôt être sereins pour les premières heures de course. Après ça se complique, c'est notamment pour les IMOCA en milieu de semaine. C'est vrai que ça allait être c'est très dépressionnaire au milieu de l'Atlantique et l'anticyclone notamment des Açores est un peu inexistant et c'est surtout celui des Bermudes qui a l'air de gonfler dans la deuxième partie de la course. Mais avant de l'atteindre, il va falloir traverser quelques fronts. Alors c'est un peu normal à la route du Rhum. Hein. Il faut mériter ses alizés. Il faut aller vers l'ouest avant de pouvoir plonger dans le sud. Mais là, ça risque d'être musclé et malheureusement, les routages, on va certainement être obligé de pas faire les routes optimales, mais aussi de faire un équilibre avec la route optimale et la préservation des bateaux et des marins. Donc, c'est jamais facile à gérer ce genre de choses. Ça va être complexe et ça va pas du tout être tout chousse jusqu'aux Antilles. Et pour les ultimes aussi, est-ce que les ultimes ils vont réussir à passer avant? Comment tu vois un peu les choses pour eux? Bah, non, les ultimes, oui, c'est sûr que on peut faire des routages qui vont très vite, mais très vite quand même dans du pré du pré musclé quasiment jusqu'aux Açores. Avant les Açores, je vois pas grand chose de très favorable pour faire du portant. Donc ça va être des routes directes ou un peu nord avant de pouvoir plonger dans le sud. Donc non, il y aura de la mer. Alors c'est sûr que maintenant les ultimes, les targets de vitesse au près, c'est 28-30 nœuds, ce qui est assez exceptionnel et ça va juste un peu moins vite qu'au portant finalement, où au portant c'est 35-37 nœuds. Et finalement ça favorise pratiquement des routes au nord, des routes directes, tellement ça va vite au près. Donc il va falloir qu'ils aient un peu qu'ils soient patients avant de faire des belles glissades dans les alizés et ça va un peu taper. Mais bon, vu mes dernières navigations sur Gitana d'un côté ou sur Charal de l'autre, je préférais quand même être en ultime parce que ça tape beaucoup moins et avec les nouveaux foilers, ça passe vraiment bien dans la mer. Donc ça va, ils auront plutôt le beau rôle par rapport aux IMOCA et aux 40 pieds. Ouais, et peut-être aussi aux Ocean 50. Lalou, toi, on l'a dit, hein, tu encadres les projets de Quentin Vlaminck sur Arkema en Ocean 50 et de Kenny Piperol sur Captain Alternance en classe 40. Tu vas faire partie de la cellule de routage de Quentin en Ocean 50, Lalou? Oui, tout à fait. Oui, en fait, on va s'isoler à Dénia avec mon copain Alex Peya, donc sur son bateau. Donc, on sera à la fois donc sur Dénia et il y aura Eric Mas qui sera donc notre ingénieur météo sur Paris. Donc, tous les trois, on va assister Quentin. Donc, je ne peux que confirmer ce qu'ont dit à la fois Francis, à la fois Franck, bien sûr, avec quand même donc une petite vigilance sur la mer qui va y avoir très probablement en Pointe-Bretagne quand ils vont y arriver, donc avec des passages Four, Fromveur, à mon avis, qui vont être privilégiés très probablement. Effectivement, la route sud, bah aujourd'hui, elle est pas du tout évidente. Donc c'est du Pré jusqu'aux Açores, du Pré en Ocean 50. C'est assez engagé parce que bah, finalement, donc on va quand même aussi relativement vite. Aujourd'hui, on est entre 18, entre 16. En fait, ce qui nous bloque, c'est l'état de la mer. C'est pas tellement le vent, c'est plus l'état de la mer. Donc, on va être entre 16 et si tu tires un peu sous le guidon, t'es vite fait à 20 nœuds. En tous les cas, avec le nôtre. Et donc, ben voilà. Donc, en fait, ça. Je pense qu'en fait la situation donc en Ocean 50 sera vraiment liée à l'état de la mer, en tous les cas pour tout ce qui est vitesse en direction des Açores.
Quant aux classes 40, les nouveaux classes 40, l'ESCO, là, c'est quand même juste l'enfer au pré. Donc là, il n'y a pas de feuilles pour amortir. Il y a des formes qui sont quand même très très plates devant, donc avec du matériel qui souffre beaucoup, et des bonhommes donc qui ramassent aussi énormément de chocs. Donc là aussi, ça risque d'être un petit peu compliqué pour eux de progresser dans ces conditions-là, quoi. Bon, Francis, quand tu entends ça, tu as un peu d'inquiétude pour ta flotte quand même, ou comment, ou tu restes serein? Oui, oui, voilà, je partage toute cette analyse. C'est sûr que les nouveaux bateaux, la construction qui ont été faites notamment sur les classes 40, rendent plus difficile la vie à bord pour les marins. Après, je sais aussi que ils sont de plus en plus préparés, ils découvrent pas leurs machines. Voilà, pour la plupart, ils sont aussi sur les centres d'entraînement. Donc tout ça, ça s'est aussi professionnalisé. Il y a une norme de travail fait sur les machines, mais aussi sur les marins en termes de préparation physique, en termes de préparation mentale. Donc tout ça vient un peu calmer les inquiétudes de la direction de course. Et évidemment, ça peut rester longtemps engagé. Donc on sera à côté d'eux sur le pont dans des conditions bien évidemment plus tranquilles, mais très très attentifs évidemment à leur évolution. Et ce qui complique davantage le jeu pour la direction de course, parce que là on parlait de flotte à flotte, et c'est bien normal parce que chacun s'intéresse à sa flotte. Nous, il faut qu'on prenne en considération le fait qu'au bout d'une semaine, on peut avoir des bateaux à l'arrivée, et que d'autres sont à peine encore aux Açores. Donc ça complique un peu le jeu en termes de suivi de la flotte et de suivi météorologique de la flotte. 138 bateaux sur une ligne de départ, comment ça se gère, Francis? Comment est-ce qu'il y a un peu d'appréhension? C'est pas rien, une flotte de 138 bateaux. Il y en avait 123 il y a 4 ans. Ouais, entre les 123 et les 138, c'est pas très gênant. C'est plutôt l'écosystème que génère un bateau supplémentaire, avec les besoins de vedettes à passagers, de semi-rigides à passagers, de semi-rigides assistance. En fait, on multiplie énormément le nombre de personnes sur l'eau. Pour autant, il y a des zones de sécurité qui ont été mises en place. Y compris les marins de la route du Rhum doivent respecter la bande sud qui est réservée aux spectateurs, aux plaisanciers spectateurs, de façon à pas mélanger trop les genres. Donc on demande des efforts aux plaisanciers, mais on demande aussi des efforts à nos marins, parce que c'est contraignant pour eux aussi, cette limite sud de la zone de navigation avant de passer Fréhel. Et pour maintenir tout ça et de faire en sorte que tout ça aille bien, on sait collaborer avec l'ensemble des teams. La direction de course a mis en place plus de 50 semi-rigides. Les moyens de l'État nous prêtent du matériel et des hommes pour assurer la sécurité. Et les teams vont aussi, notamment les ultimes avec 3 semi-rigides d'assistance supplémentaires, les IMOCA avec un semi-rigide, les Ocean 50 avec 2. Donc avec tout leur concours, on va savoir garantir la sécurité et le passage à Fréhel. Et on est bien content ce matin de voir que la météo est plutôt plus clémente qu'en début de semaine. Ouais, c'est clair qu'il y a 2 jours, c'était pas la même musique. Franck, est-ce que tu peux nous raconter un peu comment on vit ce départ de route du Rhum, notamment ce premier bord? Je crois que c'est 19 000 nautiques entre le départ, la Pointe du Groin et le Cap Fréhel. Que c'est une grosse tension, c'est une grosse concentration. Dans quel état d'esprit on est quand justement on prend le départ au milieu d'une flotte de 138 bateaux, même si en général les ultimes, vous êtes assez vite aux commandes. Ouais, ça peut être un bon moment quand on est en tête à Fréhel. Mais après, évidemment, il y a beaucoup de concentration, il y a beaucoup d'émotions aussi, parce qu'on quitte son équipe, on quitte sa famille le matin sur les quais avant d'embarquer sur un Zodiac et avant d'embarquer sur le bateau. Donc tout ça, on se retrouve brutalement finalement
Après cette foule de Saint-Malo, on se retrouve brutalement après Fréhel tout seul. Donc entre le départ et Fréhel, finalement, c'est presque une transition. On est un peu dans un mode course inshore, à essayer de bien partir, à se concentrer sur les tâches à court terme, à éviter évidemment les bêtises. Pas penser qu'à la performance, mais penser surtout à éviter et les adversaires et les zodiacs, etc. Donc ça demande une bonne organisation, une bonne anticipation aussi. Parce qu'on se concentre plus pour éviter les erreurs que pour aller vite. Et voilà, quand le bord est direct, j'espère que ça sera le cas, qu'il n'y a pas de virement, etc. Ça simplifie quand même bien les choses. Et l'organisation de la course et le public est de plus en plus anticipe de plus en plus en fait ces départs, la vitesse des bateaux. Et moi je vois pas de gros problèmes, parce qu'il y a quand même toute la zone interdite aux plaisanciers et réservée uniquement aux zodiacs des teams, aux semi-rigides des teams, et chaque team est maintenant très professionnel là-dessus. Voilà, donc c'est un moment de fête aussi pour tout le monde, et c'est le seul moment avec les ultimes où on verra le reste de la flotte. Et c'est beau de voir 35 ou plus IMOCA, de voir tous les 40 pieds. C'est des flottes incroyables, et c'est sympa aussi de les voir avant le départ. Donc c'est un spectacle aussi pour les pour les barreurs de chaque bateau. Voilà, et on croise les doigts pour que tout le monde sorte bien de la porte de Fréhel et puisse réellement commencer la course après Fréhel, on va dire. Ouais. Lalou, tu gardes un souvenir particulier, toi, sur les 4 éditions auxquelles tu as participé sur cette route du Rhum? Est-ce que tu as un souvenir de départ que tu gardes plus en mémoire que les autres? Peut-être celui de 2002, parce que c'était ma première route du Rhum, et donc c'est vrai que je sais pas si Franck doit s'en rappeler, mais c'était assez soutenu déjà dès le départ. Après, en tous les cas, Moi, en j'ai termes pas fait d'émotion, longtemps en 2002. c'est vrai. Donc non, ça, et puis mais tu sais, en fait, sur le départ, globalement, on est déjà parti depuis 2-3 jours. Au moins on est vraiment enfermé, enfin moi personnellement, hein, donc enfermé dans une bulle, et très concentré finalement sur sa course, sur comment on va la gérer, comment on va arriver donc dans les premières dépressions ou les premiers fronts. Tu vois, on est dans cette concentration là. Après, alors là je rejoins totalement Franck sur le spectacle que ça peut représenter. C'est juste absolument incroyable de voir cette masse de bateaux donc partir en même temps que nous, et cette masse de bateaux, à la fois bien sûr de bateaux de course, mais aussi donc de bateaux accompagnateurs autour de nous. Et après c'est la vigilance évidemment, parce qu'il faut arriver jusqu'à la première bouée avant de se lancer, avant de partir vraiment dans la course, quoi. Donc là, le petit parcours, c'est le sas, ouais, qui permet peut-être de rentrer dans sa course, quoi. Et à quel moment, finalement, on commence à se relâcher, entre guillemets, hein, c'est très très relatif le relâchement, surtout sur un Ocean 50 sur la route du Rhum. À quel moment où on passe en mode vraiment large et transat? Je pense que on se relâche quand on passe la ligne d'arrivée. Déjà. Avant, ça me semble un peu difficile, un peu délicat. Et donc, par contre, on commence à être dans sa course. En tous les cas, on commence à être à l'aise, surtout avec le milieu, avec la mer, au bout de 2-3 jours, parce que les 2-3 premiers jours de départ sont tellement speed, sont tellement font monter tellement d'adrénaline au final, sur des courses, on va dire sur des routes du Rhum normales, hein, donc où tu te prends une ou deux un ou deux fronts donc en sortie, où tu sors de toute façon donc d'un golf rapidement. Donc du coup t'es tellement dans ta course, le temps de prendre ton rythme également, donc de sommeil, de repas, tu vois, donc, et d'être à l'aise sur l'élément mer. C'est 2-3 jours, quoi. Ouais. Franck, on rappelle, hein, tu disais que tu n'avais pas passé beaucoup de temps sur cette transat, sur cette route du Rhum en 2002, hein, avec un chavirage au large de l'île de Bas, si je me souviens bien, et Bonduel, Jean Le Chem, qui t'était rentré dedans quand tu avais peu après ton chavirage. Après coup, quand tu t'y repenses souvent à ce moment, est-ce que c'est un moment qui t'a vraiment marqué? Je sais pas si j'y repense souvent, mais on m'en parle souvent. Donc, là, en l'occurrence, oui, je m'imagine très bien. Je me rappelle très bien de la situation.
on est tous partis un peu fébriles dans cette course-là parce qu'on savait pas cette édition-là parce qu'on savait pas où on allait passer par rapport à une dépression qui est hyper forte, qui barrait un peu la route et même la route sud était même si on voulait un peu s'échapper, on était quand même bloqué et on devait passer dans 60 nœuds ou plus au large du Cap Finistère et donc c'était voilà, on n'était pas très serein, je pense. Tout le monde à bord. Le départ était avec du vent d'ouest déjà assez fort. On faisait pas un bord direct. Fallait faire 2 virements à vent fréhel et c'était toujours compliqué. Sur les multicoques, c'est toujours compliqué de virer avec ce monde-là. Donc pas mal de tensions. Et puis ça a été une édition catastrophe hein, avec 17 bateaux au départ, 3 à l'arrivée en classe Orma. Donc c'est très spécial. Voilà, j'y repense comme ça, mais j'essaye surtout d'oublier et de me rappeler plutôt des bons moments pendant la route du Rhum. Bon, dont ta victoire en 2010. Francis, on va parler du plateau de cette 12e édition. Quand tu regardes ce plateau de 138 bateaux, qu'est-ce que ça t'inspire? On a l'impression qu'il dans toutes les classes, il va y avoir du match partout. Oui, puis chacun y va. On me pose toujours la question, et pareil pour les gars. Alors vous avez un pronostic, tout ça. Et c'est vraiment la première fois où on s'y risque pas du tout. Tant les flottes sont homogènes pour la plupart. Si on commence avec les 55 bateaux de la classe 40, je pense qu'on va avoir une course une dominante sportive très très élevée, tellement voilà, on l'a vu pendant l'avant-saison, toujours des écarts très très faibles sur l'ensemble des courses, plusieurs vainqueurs, même si quelques-uns sortent un peu plus du lot là, mais franchement ça va être très très serré. On peut dupliquer ce que je viens de dire pratiquement à l'ensemble des classes. 38 IMOCA. On voit des bateaux neufs sortir. On parlait de Charal, mais déjà au point et déjà dans le match par rapport à des bateaux éprouvés que peuvent être Apivia ou Linkout. Et puis tous les autres qu'on n'a pas encore vus, mais on imagine que ça a travaillé très dur pour mettre au point les derniers bateaux. Donc là aussi, il va y avoir une bagarre incroyable. Et je faisais le rapport tout à l'heure avec les centres d'entraînement. Tous ces gens-là sont dans les centres d'entraînement, sont archi préparés, ont des grosses équipes à côté. Donc ça va générer un match incroyable. Et puis ensuite devant, évidemment, les ultimes. Là, on voit aussi que même si peut-être Gitana a peut-être un petit cran au-dessus parce qu'on l'a vu sur toute pareil l'avant-saison, il n'empêche que les écarts là aussi se réduisent. Les machines sont de plus en plus performantes. On s'aperçoit que là aussi qu'il faut du temps pour mettre au point les machines et l'avoir bien en main. Et ça va nous offrir, je pense, là aussi une super bagarre. Et puis ensuite, ne pas oublier non plus les Rom mono, les Rom multi. En Rom multi, il y a des bateaux des katas qui ont été construits pour l'occasion, très très affûtés. On a vu que d'ailleurs Loïc en avait fait les frais. Hein. Ils sont aussi véloces. Pendant la qualification, il a dû se retourner et repréparer tout son bateau pour la route du Rhum. Donc on voit qu'il y a là aussi une grosse recherche de performance. Et puis chez les monoromes, c'est peut-être un peu moins prégnant, mais il y a tellement de belles histoires et tellement de là aussi de bateaux, notamment celui de Jean-Pierre Dick qui va voilà donner un rythme important à la course. Donc vraiment c'est et ensuite celle qui est sûrement aussi la plus dense, c'est peut-être les Ocean 50 au final. On l'a vu pendant le Pro Sailing Tour. Là aussi, c'est vraiment à couteau tiré. Et c'est peut-être tout cet ensemble-là qui font que on va être encore un peu plus prudent nous aussi à la direction de course, parce qu'on sent vraiment de l'engagement sportif et on sait que quand on pousse les bateaux, on est parfois un peu à la limite et que ça peut conduire à des sorties de route. Donc voilà. Mais en tous les cas, ouais, un super plateau.
Franck et Lalou, on va parler des classes que vous connaissez peut-être un peu mieux. Franck, on va peut-être commencer par toi sur les ultimes. Tu confirmes, bon, tu es encore engagé au sein du Gitana Team puisque tu disais que tu vas participer à la cellule de routage de Charles Caudrelier. Et tu confirmes que, est-ce que pour toi, Charles a encore un petit cran d'avance sur la concurrence ou est-ce que ça va vraiment être serré entre 3-4 bateaux sur cette route du Rhum? En fait, il y a eu avec Gitana, il y a eu des nouveaux foils qui ont été mis en place en août. Alors des foils qui ont mis du temps à mûrir parce que c'était un jeu qui devait être mis sur le bateau il y a 1 an maintenant, et il y a eu des modifications de fait pour améliorer les points faibles qu'on a pu voir sur les premières navigations. Et bon, tout ça pour dire, c'est que forcément les foils c'est un point important du bateau, et Charles et nous on est quand même très contents des performances de ces nouveaux foils. Donc je pense que depuis quelques mois en fait il a à nouveau franchi un cran en termes de performance pure, et ça le rassure. Et c'est sûr qu'en termes de vitesse, j'ai pas l'impression qu'il est de points faibles. Et il a plutôt que des points forts par rapport au reste de la concurrence. Alors il y a un bateau qu'on connaît peu parce que malheureusement il n'y a pas une navigation commune, on va dire, depuis 1 an. C'est François Gabard qui avait un bateau neuf l'été dernier, qui a fait une belle Jacques Vabre et qui a progressé par la Jacques Vabre, je trouve, en performance pure. Et donc certainement il a aussi progressé cette année en tant que bateau neuf. Donc lui, il peut peut-être en perf pure être très proche de Gitana, du Gitana de maintenant. Et voilà, donc ça c'est un peu le bateau qu'on connaît peu, et Banque Populaire. Voilà, toujours très proche, mais je pense qu'un petit peu en retrait quand même de la performance de Gitana. Après, là on parle que de performance pure. On connaît le talent et l'accroche que peut avoir un Armel Lecléache pendant une course en solitaire où il a jamais de point faible, lui, physiquement, dans la façon dont il mène son bateau. Il est toujours assez sûr de ses réalisations et ses choix météo. Et donc pour ça va être évidemment un concurrent très très sérieux, et je pense qu'il est très près dans sa tête. Donc franchement, entre ces 3 bateaux que je viens de citer, s'il y a un petit favori, c'est Gitana pour la performance du bateau, pour la performance du bonhomme aussi, parce qu'il a fait des très belles courses cette année en solitaire. Mais voilà, une route du Rhum n'est jamais gagnée à l'avance. Et là, les situations vont être difficiles, hivernales, au pré, avant d'atteindre le portant. Et il va falloir pas casser, il va falloir faire les virements au bon moment, etc. Et c'est jamais facile. Donc voilà, il y a peu de bateaux, mais le spectacle sera là. C'est sûr. Ouais, 8 bateaux au départ, ça sera la même chose en Ocean 50. Lalou, toi, tu connais très bien cette classe, hein, tu as couru très longtemps en multi 50, devenu les Ocean 50. Comme disait Francis tout à l'heure, est-ce que là aussi le plateau a l'air particulièrement homogène? On a l'impression que quasiment les 8 bateaux peuvent gagner. Alors peut-être pas les 8 bateaux, mais on a quand même donc 2 vainqueurs de Route du Rhum sur le plateau. On a des bateaux qui sont assez proches en vitesse au final, donc qui sont quand même assez homogènes en termes de vitesse, avec peut-être un petit moins par rapport donc au bateau d'Éric Perron qui est un peu moins rapide aujourd'hui, ou le bateau de Gilles Lamiré, mais c'est des garçons qui peuvent faire la différence et qui seront sûrement donc à l'attaque bien sûr. Voilà. Après, difficile, hein, comme dit Francis, difficile de faire un pronostic cette année, quelle que soit la classe. Aujourd'hui, je m'y risquerai pas, en tous les cas, donc dans l'ordre sur un plateau donc de Ocean 50, où on l'a vu quand même malgré tout, tu vois. Donc nous, Arkema, avec Quentin, on a réussi à être devant donc tout au long du Pro Sailing Tour, et il y avait les mêmes protagonistes, donc avec des gens qui lâchent rien. On a peut-être un petit plus dans certaines conditions, notamment au pré, où ça peut peut-être nous avantager un petit peu dans la première partie, on va dire, de la course, où le bateau, notamment grâce à tous ses appuis aéros, a un passage assez exceptionnel. Après, tu vois, donc Thibaut chez le Camus par exemple connaît
très très bien son bateau, connaît aussi ses limites, je pense, donc est capable d'aller vraiment très loin en termes de vitesse avec son bateau. Donc Erwan, ben voilà, donc Erwan Leroux, et c'est une expérience, hein, c'est quand même une maîtrise complète de ce type d'équilibre sur trois coques. Voilà, donc un très très beau plateau donc en Ocean 50 aujourd'hui, avec tu vois, je pense aussi à Sam Bouchard qui maîtrise bien sa machine, bien son enjeu, qui s'est beaucoup entraîné donc dans la brise, mais avec un Sabrog qui a gagné l'année dernière donc une Jacques Vabre. Enfin, c'est difficile d'avoir voilà, d'avoir ne serait-ce qu'un tiercé sur cette belle classe d'Ocean 50, quoi. Franck, quel regard tu portes sur cette classe Ocean 50? C'est engagé, hein, une transat en solitaire sur un petit, entre guillemets, multicoque de 15 mètres. Ça te donne envie ou pas du tout? Voilà, toutes les courses me donnent envie, mais c'est engagé, oui. Ça me rappelle un peu les 60 pieds hors mât. Je pense que ça atteint maintenant les performances de nos 60 pieds hors mât d'il y a 20 ans. C'est des bateaux qui sont devenus à foil ces dernières années, et qui dit foil dit un peu plus de confort peut-être dans le passage à la mer, mais aussi un peu plus de vitesse et peut-être un peu plus de risque du coup par moment, un peu plus de volatilité, on va dire, et donc bravo aux marins déjà qui vont partir et qui vont arriver au bout. Voilà, ça fait effectivement un beau spectacle. Ça va de plus en plus vite, c'est serré. À la dernière Jacques Vabre, on a pu finir en fait à leur contact parce qu'ils avaient fait un parcours plus court. On était un peu au milieu de la flotte. À un moment, on s'est retrouvé au milieu de la flotte des 50 pieds et ça naviguait bien, ça naviguait vite. Donc c'est une belle classe en progression, je trouve, avec des nouveaux projets, des nouveaux bateaux. Voilà, Lalou parlait d'aérodynamie, ça commence à être des bateaux qui sont bien optimisés aussi là-dessus. Ça veut dire qu'ils commencent à être matures et voilà, c'est agréable de les voir naviguer et de les voir performer comme ils performent maintenant. Francis, un mot sur les classes 40, hein, tu le disais tout à l'heure, 55 bateaux au départ. On a l'impression qu'il y a, avec l'arrivée d'anciens figaristes, il y a un nouveau jeu qui s'installe dans cette classe, et que ces anciens figaristes, on a l'impression qu'ils n'ont pas mis très longtemps à prendre en main leur classe 40. Oui, c'est ça. Et puis ils sont vraiment en mode figariste. Je pense que compris ça va être assez favorable pour eux, peut-être ce début de course qui peut être un peu dur parce que voilà, ils sont vraiment durs au mal après avoir éprouvé sur plusieurs solitaires. Donc la configuration de course pour tous ceux qui ont connu plusieurs éditions de la solitaire, peut-être un petit avantage pour eux qui se dessine en météo là. Et puis on voit bien que maintenant c'est aussi les multiples projets. Les marins qui se présentent là, ils font pas uniquement du Figaro, ils se présentent sur, on le voit avec par exemple Tom Laperche et bien d'autres encore, Guillaume Pirouel qui est tout jeune en Figaro mais qui fait déjà des piges ailleurs sur des ultimes notamment. Et voilà, je crois que là dans cette flotte là, les marins naviguent sur beaucoup de supports et sans faire offense à toutes les autres classes, je pense que la bagarre intense, en tous les cas dans les premiers jours de course là, est due au fait, je crois que c'est Franck qui disait ça tout à l'heure, ou toi, sur le fait que les bateaux sont vraiment très très durs, notamment les nouveaux. Je pense que les figaristes sauront en tirer le meilleur des parties. Lalou, toi, tu as donc construit, vous avez construit plusieurs déjà classe 40, notamment celui de Kenny Pipperol, que vous encadrez sur cette classe, sur cette route du Rhum. Comment tu vois un peu ces forces en présence? Est-ce qu'il y a des bateaux qui sortent du lot pour toi? Et qu'est-ce que peut viser Kenny en particulier? Alors,
Des bateaux qui sortent du lot, ça va dépendre vraiment des conditions. On s'aperçoit donc sur cette année que il y a les lombards, les lifts sont très à l'aise, notamment au pré, au wetting, vont très vite dans ces conditions-là. Peut-être un peu plus que certains autres. Le plateau est extrêmement relevé. Les bateaux sont quand même d'une fiabilité assez redoutable. Tu vois, preuve en est, c'est qu'on a construit également le bateau de Johan Richomme qui a gagné donc la dernière Route du Rhum et qui souhaitait s'aligner. Et là, Francis a complètement raison puisque Johan il est à la fois en classe 40 et puis tout en préparant donc la construction de son futur IMOCA. Donc c'est des classes qui sont très mouvantes. Et donc je pense que ces plans-là peut-être peuvent avoir un petit plus. Quant à Kenny, donc c'est un lift qu'il a donc également qu'on lui a construit, un lift 2. Aujourd'hui, Kenny, il va manquer un petit peu d'expérience au large par rapport donc à des marins comme Johan, mais comme Axel Tréhin ou tu vois par exemple je pense attends excuse-moi je pensais notamment Yann Lipinski, tu vois, qui va être très très vite dans beaucoup de conditions. Donc il va manquer peut-être un petit peu d'expérience, mais par contre, je pense qu'il a une machine qui lui permet sûrement de pouvoir aller taper dans le top 10, et ça serait déjà une belle victoire de base, parce que vu le niveau du plateau, donc aujourd'hui en classe 40, faire un top 10 sur une course aussi engagée qu'une Route du Rhum en solitaire, c'est pas mal pour un jeune garçon de 26 ans, tu vois, donc ça veut dire que ça laisse derrière beaucoup d'avenir, quoi. Finissons ce tour d'horizon un peu du plateau par la classe IMOCA, parce qu'on va devoir assez vite libérer Francis qui a des obligations. Franck, c'est une classe que tu as appris à découvrir parce que tu travailles au sein du Charal Sailing Team. Est-ce que tu peux déjà nous parler du bateau de Jérémy? Francis disait tout à l'heure qu'il a l'air déjà bien fiabilisé, déjà bien au point. Est-ce que tu nous confirmes, et qu'est-ce qu'il a de particulier ce bateau? Oui, c'est un des bateaux cette année qui est sorti d'une feuille blanche, un des bateaux neufs avec Malizia, puisque les autres bateaux c'est des carènes qui sont un petit peu plus anciennes. Les autres bateaux neufs, je parle de cette année, comme Holcim ou Biotherm, ils ont des carènes qu'on connaissait déjà, ou comme Maître Coq également. C'est un bateau dessiné par Sam Manuard, et il a poursuivi la réflexion qu'il avait sur son premier IMOCA qui était l'Occitane, avec l'envie, comme ont montré les 40 pieds, de faire un concept de SCO avec des avants assez larges, dans le but de gagner en stabilité à la gîte, dans un but aussi de gagner en moment de redressement, et aussi de passer au-dessus de la mer au portant. Évidemment, c'est pas des bateaux qui ça passe au-dessus de la mer, et quand ça passe plus au-dessus de la mer, évidemment, ça fait des étraves très très larges et qui se bloquent. Donc il faut vraiment être capable de tout le temps rester avec des étraves assez hautes. Mais quand ça fonctionne bien, ça va très vite, comme on l'a vu en 40 pieds. Et par ailleurs, l'IMOCA, contrairement aux 40 pieds, il y a également des foils, donc c'est quand même un gros élément de performance, la réussite et le concept des foils. On a des foils aussi assez particuliers, assez en V, avec des types assez verticaux pour repousser la ventilation, qui est un des problèmes en IMOCA. Et également un concept particulier dans la largeur du bateau. Comme c'est des bateaux maintenant où la raideur à la toile vient surtout de la dynamique et de la vitesse du bateau grâce à la poussée des foils. On a tout intérêt à moins rechercher, on va dire, de la stabilité avec la carène, et donc ça fait des carènes plus étroites qui freinent moins face à la vague, et qui freinent moins au portant lorsqu'il n'y a pas besoin de stabilité de forme. Et donc ça a donné un bateau comme Charal, que je trouve très réussi en carène, avec un centrage des poids très arrière également. Alors c'est un bateau qui a quand même été plus pensé pour le Vendée Globe, avec la moitié de la course avec des vents portants forts autour de l'Antarctique. Mais il s'avère on a vu que le bateau était assez complet, notamment au pré. On s'approche des performances incroyables de Apivia, qui
qui a réussi à mettre au point avec ses grands foils un bateau qui est très rapide au pré et au reaching. Et ça lui donne de belles perspectives tactiques et stratégiques, notamment sur cette course. Mais je pense qu'on n'est pas loin et c'est très rassurant parce que le bateau Charal s'avère polyvalent. Alors en fiabilité, on croise les doigts parce que ça fait que quelques mois de navigation. Par contre, on a fait 4200 ou 4400 milles nautiques depuis la mise à l'eau le 20 juillet. Donc c'est pas mal, mais on a toujours une petite liste de job list après quelques jours de navigation. Donc j'espère que ça sera pas le cas après quelques jours de course parce que les premiers jours de course vont être durs. Mais je pense que Jérémy il est confiant dans la vitesse du bateau et c'est important. Et voilà, j'ai pu faire quelques entraînements avec le centre, avec Port-la-Forêt et avec le reste des concurrents. Et c'est ça qui est sympa dans cette classe, c'est que ça bagarre, il y a vraiment de la performance et de la concurrence, on est bord à bord, les bateaux sont hyper techniques, on trouve pas tout de suite la façon de bien les régler à la première navigation. C'est un peu un canard boiteux lorsqu'il commence à voler sur les trois quarts, mais qu'il est encore posé derrière. Nous, on a des safrans qui permettent de limiter ce genre d'attitude, etc. Donc voilà, ça va être très enthousiasmant de suivre cette classe pour moi, de voir ce que va donner Jérémy, et j'ai très confiant dans les performances du bateau de mon côté. Mais il y a quand même un épouvantail dans cette classe, c'est Apivia qui n'a pas beaucoup de points faibles. J'aurais aimé avoir du portant fort peut-être pour montrer qu'on peut le battre dans ces allures-là, parce que je pense que c'est le cas. Mais au pré-reaching et tout, il va être quand même très très difficile à battre, même si on sera pas loin. Francis, tu connais bien Charlie Dalin, hein, il est du Havre où tu diriges la Ligue de Normandie. Pour toi aussi, c'est vraiment l'épouvantail en IMOCA. On a l'impression qu'il est aujourd'hui au summum de ses capacités, en tout cas avec un bateau très éprouvé et un marin qui a maintenant quand même pas mal d'expérience. Ouais, c'est ça. Puis tout le monde le dit aujourd'hui, c'est le favori en IMOCA de la Route du Rhum destination Guadeloupe, c'est indéniable. On regarde tous les résultats sur les dernières épreuves. Il est vite devant. C'est un bateau qui arrive non pas en fin de vie pour le bateau, mais en fin de vie pour le projet de Charlie, avec un nouveau bateau qui est en développement. Quand on connaît sa rigueur, puisque je le connais depuis qu'il est tout petit et qu'il a fréquenté le centre d'entraînement, que ce soit sur le 420, que ce soit sur le Figaro, il a été extrêmement précis sur la mécanique du bateau, toujours en recherche de performance, ne rien laisser au hasard. C'est sa colonne vertébrale, hein, c'est ce qui le représente le mieux, c'est ça. Il peaufine absolument tout, il ne laisse rien au hasard. Donc oui, c'est un favori. Et puis ensuite, par contre, c'est vrai que les nouveaux bateaux, on voit bien qu'il y a un potentiel derrière tout ça. Quand j'entends Franck, j'ai l'impression aussi que pas mal de choses peut-être viendront de la qualité, de la régularité du vol sur cette route du Rhum destination Guadeloupe. Je ne sais pas si Franck peut en dire un mot parce qu'il est plus spécialiste que moi sur la question, mais j'ai l'impression que c'est une des clés en tous les cas. Tu confirmes, Franck ? La stabilité de vol, oui, quand il manque un plan porteur arrière, c'est compliqué à avoir. Donc il faut pas vraiment faire voler les bateaux. En fait, il faut arriver à les régler pour qu'ils partent pas dans une attitude exponentielle avec les traves qui montent, et on appelle ça des wheelings, et il faut s'efforcer à être rapide avant d'atteindre cet état. Et c'est pas simple, chacun a ses solutions, chacun a des foils un peu différents quand même qui essayent de réduire cette attitude. Mais bon, j'ai pas l'impression qu'ils vont voler beaucoup les 4 premiers jours, hein. Vu comme ça, il va y avoir de la houle de face, ils vont faire du pré, alors certes du pré rapide pour traverser les fronts, et ça va être à celui qui va réussir à encaisser les chocs, parce que je pense qu'il y en a sur tous les bateaux,
quand on n'est pas tout à fait au près, mais 10 degrés en dessous, pour franchir les fronts, avec ces bateaux-là, ça accélère d'un coup, quoi. Ça accélère tout de suite à 17-18 nœuds. Ça commence à monter sur le foil. Et la mer, elle est de face. Les bateaux sont, c'est pas des carènes de flotteurs avec des flotteurs de multicoques fins qui peuvent traverser en douceur la houle et les vagues. Ça les prend de plein fouet, ça tape en dessous. Et j'espère que les bateaux et les marins vont arriver à encaisser tout ça. Et ceux qui vont encaisser mieux, ceux qui vont rester à 17-18 nœuds dans la houle de face, et les autres qui vont se calmer à 12 nœuds, ça fait tout de suite 6 nœuds d'écart. Et en 24 heures, c'est énorme. Donc il va y avoir des écarts certainement entre les bateaux capables de le faire et ceux qui le sont pas. Eh bien, très bien. Ça sera le mot de la fin. On va libérer Francis qui a beaucoup de travail d'ici le départ. Merci beaucoup Franck, merci Lalou, merci Francis. C'était super intéressant. Et on est maintenant pressé d'être dimanche pour le départ de cette 12e édition et on reviendra bien évidemment dans nos prochains épisodes de Pause Report sur cette route du Rhum, destination Guadeloupe. Bonne journée à tous les trois et à très vite sur les pontons. Merci, à bientôt. Merci, bonne journée. Merci d'avoir écouté cet épisode de Pause Report. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en bien ou en mal et n'hésitez pas à le partager. Si vous souhaitez suivre l'actualité de la voile de compétition, je vous encourage à vous abonner à la newsletter de Tip & Shaft, envoyée chaque vendredi à 17h. Pour vous inscrire, ça se passe sur tipnshaft.com. À bientôt!